Nous avons finalisé ces dernières heures, et ça a été annoncé à l'instant, la décision formelle de libérer 400 millions de barils de nos réserves stratégiques. Quand je dis nous, c'est la trentaine de pays qui sont dans l'Agence internationale de l'énergie. Ces 400 millions de barils, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 20 jours de sortie de barils par le détroit d'Ormuz. Donc c'est significatif, c'est la plus grande libération de barils qui a été faite depuis qu'on pratique ces libérations de réserves stratégiques. Nous allons le faire de manière organisée dans les prochains jours et donc ça a été acté dans le G7 que nous venons de tenir, ce qui envoie un signal clair pour faire baisser les prix mondiaux. Voilà. Bon, moi, je veux dire comment j'interprète ça. Panique à bord. Panique à bord. Oui, il n'y avait plus le choix. Non, on s'est mis, à juste titre d'ailleurs, dans une intervention légitime auprès de l'Iran et vouloir éradiquer ce régime. On s'est mis, pas la France. Oui. On s'est mis l'Occident, vous appelez ça comme vous voulez. Les États-Unis et Israël. Ils font on n'était pas au courant. Oui, on peut que subir. Macron a dit qu'il n'était pas au courant. J'entends, je dis on s'est mis, je prenais effectivement dans ce on, j'englobais l'Occident et Trump. Bon. Et je pouvais trouver ça légitime d'arrêter cette théocratie moyenâgeuse. Mais lorsque vont arriver les conséquences pour nous Français, et notamment une crise économique majeure, ça peut changer ce que vous disiez hier d'ailleurs chez Laurence Ferrari, parce qu'attention, le régime des mollahs, il ne cède pas. Et c'est ce qu'avait dit Vincent Hervouet très souvent. C'est une théocratie parmi la plus dure au monde. Oui, et puis surtout, c'est peut-être pas l'objectif de Trump de faire tomber tant le régime des mollahs que d'activer les intérêts américains. Ça, c'est au Venezuela, il n'a pas changé le régime. Hein. Bon, en tout cas, on est là. Hier, je parlais d'un faux plat. Aujourd'hui, c'est pas un faux plat. C'est une inversion qui, en tout cas, c'est une prise de conscience des conséquences de ce qui s'est déclenché il y a 10 jours. Alors moi je trouve ça très malin d'annoncer que 30 pays sont mis d'accord pour utiliser leurs réserves stratégiques, parce que si un seul pays l'avait fait, par exemple la France, là vous aviez un véritable effet de panique et donc une pénurie derrière, parce que les gens se seraient dit immédiatement, si la France utilise ses stocks d'énergie... 20 jours c'est rien. Alors, mais là excuse-moi, où 20 jours, les mollahs ils entendent ça, 20 jours. J'allais terminer, Pascal, En revanche, la première partie de la déclaration du président de la République, je trouve ça assez malin que ce soit 30 pays ensemble, mais alors effectivement, dire qu'il y en a pour 20 jours pour l'ensemble des pays, c'est très peu de choses. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez utilisé vos réserves stratégiques, il vous reste quoi ? Rien. Et là, à mon avis, il y a un vrai sujet. Si le détroit d'Ormuz continue d'être bloqué, notamment pour les pays d'Asie et quelques pays européens, si les infrastructures saoudiennes sont attaquées, on va manquer de pétrole. Et si on manque de pétrole, il n'y a pas que le problème de l'automobile, Pierre Chasseret. Il y a aussi le problème de l'économie en général. Et là, on peut basculer, je le redis, je ne le souhaite pas, mais on peut basculer dans une crise économique. Et on tiendra peut-être moins longtemps que les mollahs à Téhéran. Autre passage du président de la République, et je vous propose de l'écouter. Ce qui équivaut à environ 14,5 millions pour les réserves stratégiques françaises. C'est un maximum. On va le faire par étapes, en fonction des évolutions du marché, en se coordonnant avec nos principaux partenaires. Nous avons encore beaucoup d'autres réserves derrière, mais c'est une intervention de marché qui est importante. L'affaire du pétrole et du gaz devient centrale. Mais ce que je ne saisis pas, je ne pensais pas que nous étions autant liés au détroit d'Ormuz. Je pensais que ça représentait 10-15% du... Très en tête, mais vous avez raison. Bon, et donc voilà. Donc je ne perçois pas comment ça puisse mettre l'économie mondiale par terre, parce qu'on peut acheter du gaz et du pétrole ailleurs. Mais c'est pas les mêmes prix. En fait, Pascal, le prix du baril de pétrole, par exemple, si on prend le baril de pétrole issu de la fracture schiste aux États-Unis, c'est aux alentours de $50 minime. On peut pas faire en dessous, c'est impossible. Là où on peut retrouver un baril au minimum du minimum à 2 fois moins cher sur les pays producteurs du côté des Émirats. Donc forcément, ça a un impact parce que c'est pas le même prix d'achat. En revanche, c'est un signal positif, mais vous avez raison, Pascal, c'est panique à bord. Sauf que ça ne changera pas le problème parce que attention, faut pas s'attendre non plus à des prix qui vont retomber à 1,50. Oui, mais pardon, moi, Pierre, vraiment, j'ai de l'affection et de l'amitié pour vous, mais ce que vous proposez, pardonnez-moi, n'a pas de sens. Pour une raison simple. Mais je suis pas d'accord. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Le budget a été voté
avec précisément ces taxes-là. Si vous enlevez ces taxes, vous faites un trou dans le budget. Peut-être que votre solution, elle peut exister pour la présidentielle 2027 avec un nouveau budget. Et avec un budget qui se votera cette année, en 2026. Donc c'est maintenant qu'on doit le faire. Je répète, vous proposez là de baisser des taxes demain matin. Mais le budget a été voté. Donc vous allez faire des trous dans votre budget. C'est absolument impossible. Non, Pascal. C'est une réforme structurelle que je peux entendre en 2027. Oui. Ou même pour l'année prochaine, mais pas aujourd'hui. Mais ça tombe bien. Donc il faut savoir que le budget 2000. Mais comment vous faites votre trou, Pascal? Comment vous comblez votre trou? Il y a déjà des trous partout. Pascal, le budget 2027 va commencer à se débattre dès 2026. On est bien d'accord. Il est voté. Il sera voté, enfin, si cette année on a la chance d'avoir un budget voté en 2026. Mais je pense qu'à partir de septembre, tout le monde se met sur le budget. On est bien d'accord. Donc septembre 2026, c'est pas dans longtemps, hein, Pascal, hein, c'est dans 6 mois. Déjà, premier point. Sur la baisse des taxes, il y a une chose qu'on peut faire aujourd'hui. Les CEE, les fameux certificats d'énergie. Ma solution. Mais en quoi vous ennuyez ma solution? J'y viens à votre solution. Les CEE, ces certificats d'énergie. Très imaginative. Ces certificats d'énergie, il faut les couper. Et qui fait perdre d'argent à personne. On ne peut pas continuer à ajouter de la fiscalité, puisqu'au bout d'un moment, on va créer un trop-plein. Moi, je vais vous répondre avec une phrase simple. Si demain, les gilets jaunes se transforment en colère noire, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais combien ça coûte? Donc, arrêtons un petit peu. Il faut changer de modèle. Les gens, ils sont épuisés, ils vont pas sortir dans la rue demain. Oui, mais je me souviens d'un qui s'appelait Édouard Philippe, il a dit pareil. Hein, et au final, ils étaient dans la rue. Bon. Donc, il faut quand même regarder aujourd'hui ce que pèse la fiscalité. On est évidemment en plus à un an de la fiscalité, avant de la présidentielle. On est en pleine municipale. Je n'ai jamais vu un contexte politique où on ne parle même plus des municipales tellement tout le monde s'en fout. Très peu. Mais ne dites pas ça. Vous allez ne dites pas ça. Vous allez voir. Dimanche, je le vois venir. Ouais. Il y aura une participation, je pense, moi je parie sur une participation assez importante au municipal. Les gens sont intéressés par cela. Ça veut dire quoi? On en parle peu, on n'en parle pas. Quels sont vos critères? Non, on n'en parle pas. Mais Pierre Chasseret a raison, les municipales. On n'en a pas beaucoup parlé. Excusez-moi, personne n'en parle dans les. C'est pas vrai. Mais comment ça? Non, mais c'est pas vrai. Les débats à la télé ont fait des fours d'audience ont été annulés. Il a raison, Éric Revel. On peut imaginer un report de cette élection. Probablement, ouais. Quoi? Mais c'est pas report d'élection. Mais bien sûr, c'est déjà arrivé qu'on reporte d'un an. C'est déjà arrivé. Et pourquoi? On n'a pas eu une vraie campagne municipale, je suis désolé, on est passé encore à côté. Là. Oui, il y a eu quelques... Voilà, on l'a entendu ce matin à l'Isio. Pourquoi on n'a pas eu de campagne municipale? Parce que cette guerre a tout écrasé. Laquelle? Depuis 10 jours? C'est parce qu'il y a 10 jours? Ça fait 10 jours qu'elle est là, la guerre. Elle a tout écrasé en 10 jours. Donc avant, on n'en avait pas parlé. Pas suffisamment. Moi, je ne sais pas si c'est le sentiment que j'ai. Donc fallait prendre la décision quand de reporter le municipal depuis 8 jours. Mais vous avez raison. C'est difficile, mais on aurait pu l'imaginer quand même. Depuis 8 jours? Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Trump a bombardé l'Iran, il fallait dire on reporte la présidentielle, la municipale. On avait reporté les élections quand il y a eu la Covid. Ça a été un drame. Ça a été un drame, c'est compliqué. Enfin bon, ça n'a pas été fait, n'en parlons pas. Mais c'est surtout que, comment dire, il y a une actualité qui existe autour des municipales. Est-ce qu'on en parle beaucoup, pas assez, pas suffisamment, je n'en sais rien. J'ai le sentiment, je peux me tromper, que les Français sont intéressés par cette élection et que dimanche prochain, ils se rendront aux urnes. Moi, j'ai peur que ce soit un vrai vote sanction et que la sanction se fasse sur les carburants. On ne pardonnera pas. Depuis que j'ai lancé cette opération, je vous dis, Pascal, j'ai jamais ressenti mon métier comme je le ressens aujourd'hui. Cette connexion avec tous les gens qui m'ont appelé et qui m'ont envoyé des messages que je lis, auxquels j'essaie de répondre au maximum, et c'est pas simple. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc la traduction pour vous, ça m'a remis les pieds sur terre. Donc la traduction pour vous, parce que les messages ceux qui me parlent des municipales, c'est pour lancer une sanction par rapport à ceux qui nous dirigent. Ils n'ont plus confiance en la politique du tout. Il y a ceux qui disent j'irai pas voter, je n'irai pas parce que ça les intéresse pas. Ils ont l'impression qu'on leur exerce ce mot qui revient partout dans les messages que je reçois, le mépris. Le mépris, c'est le mot numéro 1 que j'ai vu partout. C'est-à-dire qu'ils ont les Français qui m'ont écrit, en tout cas à cette part-là, ressentent du mépris envers eux, envers leur vie, envers ce qu'ils ressentent. Quand ils ont eu cette phrase de Maud Bréjon ou de Sébastien Lecornu, je ne sais plus lequel des deux l'a dit, mais que toute baisse de la fiscalité était démago et inutile. C'était Madame inutile. Mais comment on peut dire à quelqu'un qui paye son plein à 1,90 € que c'est inutile une baisse de la fiscalité? C'est utile pour lui, il en a besoin. Non mais là vous avez parfaitement raison. C'est du mépris. Alors, je pense que c'est maladroit, mais surtout, hélas, je le répète, ce n'est pas possible pour les raisons qu'on a dites. Mais en revanche,
c'est là qu'on n'est pas d'accord. Donc, on ne va pas reprendre le débat. En tout cas, je vais vous remercier, Pierre Chasseret, parce que vous défendez toujours, et vous avez bien raison de défendre les automobilistes. 40 millions d'automobilistes aujourd'hui en France. Et c'est vrai que c'est souvent les vaches à lait. J'ai découvert, je vous ai parlé de la station-service hier dans laquelle je vais faire mon plein, et je m'étonnais que l'essence soit aussi chère, puisque je suis à 2,70 € ou 2,60 €. Et j'ai découvert dans le Parisien ce matin qu'en fait c'est la station la plus chère de France. Hier, ils ont fait un papier. C'est vrai. Ils ont fait un papier, donc je l'ai envoyé ce matin à mes amis parce qu'elle existe vraiment. Cette station ne donne pas l'adresse, bien évidemment. Je l'ai pas. J'ai une question. Vous pourriez observer par exemple s'il y a une augmentation du prix ou pas du litre chaque jour qui passe, en tout cas les fois où vous vous y rendez, c'est intéressant pour nos auditeurs. Parce que c'est aligné. Non, mais ce serait intéressant pour nos auditeurs de voir s'il y a réellement il y a une progression ou pas du prix du litre. Comment dire, je mets très peu d'essence. Y compris dans la plus chère de France. Je vais très peu à tous les la combien de jours vous faites le plein, vous? Écoutez, je fais 12 km par jour, je vais à CNews et je reviens, donc Essayez de nous faire un petit tableau quand même comparatif. Donc c'est pas le budget essence, n'est pas le premier de mes budgets. C'est quoi le premier budget? Bien évidemment. Il est 16h56. Il habite au Royal Monceau. Mais arrêtez. On lui apporte le plein par des barils, c'est pour ça que c'est cher. Il achète des tankers entiers. Merci Pierre Chasseret, merci beaucoup.